Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce webinaire consacré aux pratiques addictives en milieu de travail. Je suis le Dr Philippe H, médecin à l'INRS et je présente ce webinaire avec Marie Boisserolles qui est également juriste à l'INRS. Nous tenons à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire et à poser des questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Alors, nous allons aborder différents points au cours de ce webinaire et il nous a semblé important de rappeler les bases de ce que sont les pratiques addictives, présenter quelques statistiques de consommation, les effets sur la santé et la sécurité et les facteurs de risque qui amènent à consommer. Et puisque nous parlons de milieu de travail, nous développerons le lien qui existe entre le travail et la consommation de substances psychoactives. Un point également sera fait sur la réglementation avant d'aborder et de détailler la prévention. Alors, en premier lieu, les pratiques addictives, nous limiterons aujourd'hui aux substances psychoactives qui sont nombreuses. Il y a l'alcool, le tabac, le cannabis et entre autres les médicaments psychotropes. Il y a rarement consommation d'un seul produit, c'est pour ça que nous parlons de temps en temps de polyconsommation. Et la polyconsommation la plus courante en France est la consommation d'alcool associée à la consommation de tabac. Ces pratiques addictives ont une origine qui est multifactorielle, qui est liée entre autres à la vie privée et à la vie professionnelle. Et nous sommes face à un paradoxe. Avoir un travail réduit les consommations de substances psychoactives, tandis que le travail en lui-même peut être source de consommation de substances psychoactives. Et de ce fait, il est important de mettre en place des mesures de prévention au sein des entreprises. Alors, quelques données sur les pratiques addictives. Tout d'abord, en population générale, on voit que les consommations sont assez répandues. 43 millions de personnes en France consomment de l'alcool au moins une fois dans l'année. 17 millions consomment au moins une fois du tabac dans l'année. Et il en est de même pour le cannabis, puisque 5 millions de personnes en consomment au moins une fois dans l'année. Dans le monde du travail, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, nous avons les données du baromètre santé de Santé publique France qui sont régulièrement publiées et qui nous donnent un aperçu des consommations en fonction des produits. On voit que pour l'alcool, 6,4% des salariés en consomment de manière quotidienne, sans préciser s'il s'agit d'une consommation à domicile ou sur le lieu de travail. 18% des salariés ont ce qu'on appelle des alcoolisations ponctuelles importantes au moins une fois par mois, c'est-à-dire qu'une fois par mois, à l'occasion d'une soirée ou d'un autre événement, nous avons 18,1% des salariés qui consomment plus de 6 verres en moins de 1 ou 2 heures. Pourquoi cet indice? Cet indice montre le niveau de risque qui peut être pris vis-à-vis de l'alcool par les personnes qui ont des alcoolisations ponctuelles importantes. Le tabac, de manière quotidienne, concerne près de 30% des salariés. Le cannabis est consommé au moins une fois par an par 10,2% des salariés. Et en matière de cocaïne et de dérivés des amphétamines, nous avons à peu près 5 à 6% de salariés qui en consomment de manière respective. Nous voyons à travers ce tableau qu'il y a des évolutions dans les consommations entre 2010 et 2017. Ces évolutions, de manière générale, correspondent aux évolutions qu'on observe aussi en population. Alors, pourquoi consomme-t-on et pourquoi cette consommation peut être qualifiée d'usage simple et évoluer vers la dépendance? Les facteurs de risque de consommation sont principalement au nombre de 3 et se conjuguent pour faire évoluer cette consommation.
En premier lieu, nous avons les facteurs personnels, avec les traits de caractère de la personne, des événements de vie qui peuvent être traumatisants et amenés à consommer, en particulier le deuil ou le divorce. Il y a aussi des comorbidités, c'est-à-dire d'autres pathologies qui peuvent avoir un retentissement sur la personnalité et amener à se consommer. Et puis nous avons d'autres pathologies également qui sont d'ordre psychiatrique. Un autre facteur important qui est le produit consommé. Enfin, les produits ont ce qu'on appelle des pouvoirs addictogènes et certains se rendent dépendants plus que d'autres. C'est le cas par exemple de la nicotine, de l'héroïne et de la cocaïne qui rendent 60 à 80% de leurs consommateurs dépendants. Et puis, dernier facteur et qui est d'importance, c'est le facteur environnemental. Le monde dans lequel on évolue peut être un facteur favorisant les consommations ou au contraire protecteur vis-à-vis des consommations. Dans cet environnement, il y a évidemment le milieu familial, il y a aussi le milieu scolaire et le milieu étudiant où l'on voit apparaître les consommations notamment de tabac et parfois de cannabis, le milieu social et puis pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le milieu professionnel. Alors, quel est ce lien entre le travail et la consommation de substances psychoactives? Il est de plusieurs niveaux. En premier lieu, nous avons des consommations qui, elles, se font dans le cadre du travail et qui se font au lieu et à l'horaire du travail. C'est notamment les pots avec alcool, qui sont parfois inscrits dans ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Mais on a aussi d'autres occasions liées au travail où peuvent avoir lieu des consommations de boissons alcoolisées, c'est notamment les repas d'affaires, les séminaires ou les congrès. Et puis, il y a d'autres situations de fabrication, de distribution, de vente de substances psychoactives qui peuvent également être l'occasion de consommation. En second lieu, il y a aussi les consommations pour tenir face aux contraintes du travail. On pense régulièrement au RPS, aux risques psychosociaux en premier lieu, avec le stress, les situations de harcèlement de brimade. L'étude de cohorte Constance, qui est menée en France, nous a montré que le travail en contact avec le public est également un facteur qui favorise les consommations de substances psychoactives, quelles qu'elles soient. Mais à côté de ces facteurs de RPS, il y a aussi d'autres facteurs de risque, tels que le risque organisationnel, avec les horaires atypiques par exemple, mais aussi des facteurs de risque physique ou de risque liés à l'activité physique qui interviennent. On le voit ici, hein, le travail à la chaleur ou au froid, le travail en plein air, l'exposition aux secousses et vibrations, ce qui nous avait été montré pour l'alcool par la cohorte Gazelle. Le port de charges lourdes interviennent également dans la consommation d'alcool et de drogue. Par ailleurs, nous sommes actuellement dans une période de pandémie liée au virus Covid-19 et cette pandémie qui a bouleversé le fonctionnement de notre société s'est accompagnée d'une augmentation de consommation chez les personnes en difficulté avec leurs pratiques addictives. On observe également une augmentation de la dépendance à Internet et aux jeux vidéo. Avec la Mildeka et d'autres partenaires, nous avons mené une étude auprès de 4000 salariés au mois d'octobre 2020, c'est-à-dire à la fin des 6 premiers mois de cette crise sanitaire. Nous avons interrogé les salariés sur le télétravail, le travail sur site durant le premier confinement et les mois qui ont suivi, sur la charge de travail et sur d'autres aspects liés au travail. Et cette étude montre que 31% des salariés ont ressenti un sentiment d'isolement par rapport à leurs collègues, qu'ils soient en travail sur site
ou en télétravail, et que ce sentiment d'isolement a été responsable de manière significative d'une augmentation des consommations de substances psychoactives. Alors, nous avons vu qu'il y avait des consommations en population générale, des consommations en milieu de travail. Ces consommations concernent l'ensemble des secteurs d'activité et des catégories socio-professionnelles. Nous avons vu quelle était l'origine de ces consommations. Elles sont liées à la vie privée et à la vie professionnelle. Il est maintenant intéressant de voir si ces consommations ont un effet sur la santé et la sécurité. Nous parlerons ici uniquement de l'alcool et du cannabis. De manière générale, la consommation d'un produit est destinée à compenser une souffrance ou à procurer du plaisir. Néanmoins, toutes les substances psychoactives ont des effets secondaires. L'alcool, comme le dit une expertise collective de l'INSERM, l'alcool est une drogue, une molécule cancérigène et toxique pour de nombreux organes. Elle est responsable de dépression, de dépendance, de maladies cardiovasculaires, de cirrhose et de cancer. Elle est responsable de 41 000 morts par an au sein de la population générale. En matière de sécurité, ce que nous pouvons dire pour l'alcool, c'est que consommer de manière hebdomadaire au moins 2 verres par jour chez la femme ou 4 verres par jour chez l'homme est associé à un risque d'accident du travail grave qui est multiplié par 2. D'autre part, la conduite de véhicules sous l'influence de l'alcool multiplie par 17,8 le risque d'être responsable d'un accident routier mortel. Pour le cannabis, nous parlerons ici donc du cannabis, le THC, le delta 9 tétrohydrocannabinol. Les risques pour la santé sont comme pour toutes les substances psychoactives, c'est-à-dire dépression et dépendance. Il y a aussi des risques en matière de troubles de mémoire, de pathologies cardiovasculaires, de pathologies pulmonaires et de cancer. En matière de risques pour la sécurité, conduire sous l'influence du cannabis multiplie par 1,65 le risque d'être responsable d'un accident routier mortel. Nous avons donc vu différentes données sur les pratiques addictives et il est maintenant important de connaître également les bases de la réglementation sur ce sujet. Et je passe donc la parole à ma collègue Marie Boisserolles, qui est juriste à l'INRS. Bonjour à tous, merci Philippe. Je me présente, je suis Marie Boisserolles, je suis juriste au sein du pôle information juridique de l'INRS. Et on va maintenant faire un point sur l'aspect réglementation applicable à la question des pratiques addictives en milieu de travail. Je vais d'abord vous présenter les textes généraux qui doivent être appliqués à la pratique addictive en milieu de travail, puis les textes spécifiques sur la question. On fera ensuite un focus sur le règlement intérieur, qui est un outil juridique qui est à la main de l'employeur et qui est particulièrement intéressant en la matière. Et enfin, je vous présenterai 3 arrêts qui illustrent la question et qui nous permettent de voir les tenants et aboutissants sur cette question. Tout d'abord sur les textes réglementaires généraux. Il convient de dire que comme tout risque en entreprise, la question des pratiques addictives en milieu de travail est une question qui doit répondre aux obligations générales de l'employeur et des salariés. Il faut donc faire application des principes généraux qui sont l'obligation générale d'assurer la santé et la sécurité des salariés, selon l'article L4121-1 du Code du travail. Tout cela en faisant application des 9 principes généraux de la prévention prévus à l'article L4121-2 du Code du travail. L'employeur a également une obligation d'organiser les secours dans son entreprise. Et qu'est-ce que cela signifie en termes de gestion des pratiques addictives en milieu de travail ? Ça veut dire notamment, et par exemple, que l'employeur aura l'obligation de mettre en place une procédure trouble du comportement. L'employeur n'est pas le seul acteur en matière de prévention de la pratique addictive en milieu de travail. Les travailleurs ont aussi des obligations, des droits et des devoirs en la matière. D'abord, il faut savoir que tout travailleur a l'obligation générale de veiller à sa propre santé et sa sécurité
ainsi qu'à celle de ses collègues. Ça, c'est l'article L4122-1 du Code du travail qui nous le dit. Et ils doivent également, quand cela est nécessaire, faire application de leur droit d'alerte et de leur droit de retrait. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'un salarié qui constate une situation qui crée un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité doit immédiatement alerter l'employeur et il peut ensuite s'en retirer. Ce droit d'alerte et ce droit de retrait doivent être appliqués par le travailleur s'il se retrouve dans une situation de danger liée à une problématique de pratique addictive sur le milieu de travail. Il y a dans le Code du travail quelques dispositions spécifiques qui sont prises concernant notamment l'alcool, concernant également des risques liés au tabagisme pour certains salariés, et il y a une disposition réglementaire spécifique qui concerne les services de santé au travail qui ont un rôle particulier sur cette question-là. Donc on va évoquer ça ensemble. Concernant les dispositions propres à l'alcool, elles sont assez connues pour la plupart. L'article R4228-20 du Code du travail nous dit qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail, et qu'en cas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs à consommer ces boissons, dans ces cas-là, il faudra encadrer leur consommation dans le règlement intérieur ou à défaut par note de service. Le pendant de cette disposition, c'est l'interdiction pour l'employeur de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Là encore, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est l'obligation générale d'organiser les secours, et la mise en place d'une procédure trouble du comportement trouve pleinement à s'appliquer si on tend à respecter cette obligation qui est l'interdiction d'avoir quelqu'un dans ces locaux en état d'ivresse. Ces deux dispositions sont assez célèbres en la matière et assez connues en général par les employeurs et parfois même les salariés. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il existe une autre disposition qui est propre à l'alcool et qui interdit l'attribution de boissons alcoolisées aux travailleurs comme un avantage en nature. Et ça peut être prévu ni par convention, ni par accord collectif de travail, ni même dans le contrat de travail. C'est une disposition qu'on a moins l'habitude de manipuler parce qu'elle se trouve dans une partie du code qui n'est pas liée à la santé et à la sécurité, mais qui est une partie du code liée à la rémunération. Mais elle permet de mettre en avant le fait que, là encore, l'alcool n'est pas une boisson comme une autre et elle ne peut faire l'objet, elle peut être attribuée comme un avantage en nature aux salariés, quelle que soit la raison. Parmi les dispositions réglementaires spécifiques qui trouvent à s'appliquer à la question des pratiques addictives en milieu de travail, on peut également citer l'article L4622-2 du Code du travail, qui est une disposition propre au rôle des services de santé au travail et ça concerne les missions des services de santé au travail. Et parmi ces missions, les services de santé au travail sont le conseil de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants sur les dispositions et mesures à prendre afin de prévenir la consommation d'alcool et de drogue. Ils sont réellement des acteurs investis de cette question-là. Et enfin, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur la question du tabagisme en entreprise, il est fait obligation pour certains types de salariés qui sont particulièrement exposés, puisqu'il s'agit des salariés exposés aux agents CMR d'une part ou au rayonnement d'autre part. Ces expositions déjà provoquent des risques accrus de diverses choses et le tabagisme ajouté accroît encore un peu le risque. C'est pour ça qu'on a deux articles du Code du travail, chacun dans leur partie, qui font obligation à l'employeur de former et d'informer les salariés soumis à ces deux risques-là sur les risques additionnels liés à la consommation de tabac et à l'exposition à ces risques. Voilà pour ce qui est contenu dans le Code du travail en matière de textes spécifiques applicables à ces questions-là. Et maintenant, on va faire un focus sur le règlement intérieur. On l'a évoqué dans les slides précédentes très rapidement, mais le règlement intérieur, c'est un véritable outil juridique à la disposition de l'employeur pour encadrer notamment les questions d'alcool, par exemple, mais pour plein d'autres choses, et ça nous semblait important de faire un point là-dessus. Qu'est-ce que le règlement intérieur d'abord ? C'est un document écrit par lequel l'employeur fixe notamment, pas que, mais notamment les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement. Désormais, il est obligatoire dans toutes les entreprises qui emploient au moins 50 salariés
jusqu'au 1er janvier 2020, on était à un effectif de 20 salariés. Maintenant, c'est 50. Et il doit être soumis au CSE, Comité social et économique, et communiqué à l'inspecteur du travail. Une fois que cela est fait, il est porté par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès au lieu du travail. Comment le règlement intérieur peut être utilisé dans la question de la prévention des pratiques addictives en milieu de travail? On va vous donner quelques exemples de dispositions qui peuvent être contenues dans ce règlement. On pourra par exemple avoir une interdiction totale de l'alcool ou une limitation possible et interdiction si c'est justifié par des raisons de santé et de sécurité. On peut y trouver des mesures d'encadrement des pots d'entreprise. On pourra, et il sera bon d'y trouver la liste des postes de sûreté et de sécurité pour lesquels un dépistage de consommation d'alcool ou de drogue pourra être pratiqué. Et enfin, il est toujours bon aussi de faire un rappel des dispositions du Code de la route qui concernent le taux d'alcoolémie maximum admissible pour la conduite de véhicules. Il est à noter que pour les entreprises qui ne sont pas soumises au règlement intérieur, il est toujours possible de prendre ces mesures par le biais de notes de service. Attention, la note de service, si elle traite d'un sujet qui normalement aurait dû être dans une autre entreprise traité par le règlement intérieur, il faudra, pour élaborer la note de service, respecter les mêmes choses que pour le règlement intérieur, c'est-à-dire soumission au comité social et économique et communication à l'inspecteur du travail. Et pour finir, on a voulu vous présenter quelques exemples concrets de choses qui s'étaient passées dans des entreprises et notamment qui vont permettre de mettre en avant les tenants et aboutissants de cette question-là et les enjeux juridiques qui peuvent arriver sur la question de la prévention des pratiques addictives en milieu de travail. Dans notre premier exemple, il est question de la pratique des pots en entreprise, d'un règlement intérieur et de la consommation d'alcool. Dans cette affaire, on avait 2 salariés qui avaient été surpris en train de trinquer avec un verre de rosé dans les vestiaires de l'entreprise avant leur prise de poste à 5h du matin. L'employeur les licencie au motif que son règlement intérieur prévoit une interdiction d'introduire et de consommer de l'alcool dans les locaux de l'entreprise. Les salariés contestent le licenciement et la Cour de cassation va invalider les licenciements. Elle va en effet estimer que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un règlement intérieur et sanctionner sur cette base les salariés pour violation de celui-ci, car dans cette entreprise, il avait pour habitude d'organiser et d'autoriser régulièrement des pots au cours desquels de l'alcool circulait. Il fait donc preuve d'une tolérance habituelle en matière de boissons alcoolisées et donc ne peut se retrancher derrière son règlement intérieur pourtant strict pour sanctionner ses salariés. Ça illustre finalement le devoir d'exemplarité de l'employeur, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est contenu dans le règlement intérieur, si l'employeur ne se l'applique pas de manière stricte, il vide le règlement intérieur de son sens. Dans la deuxième affaire qui nous intéresse, il est question, là encore, de consommation d'alcool, mais surtout de la responsabilité des collègues de travail d'un salarié. Un salarié se rend à un déjeuner de fin d'année en entreprise. À l'occasion de ce déjeuner, il consomme beaucoup d'alcool. À l'issue de ce moment festif, un cadre de l'entreprise le ramène au parking de l'entreprise, au dépôt, et il a bien conscience qu'il a consommé beaucoup d'alcool. Il l'invite à ne pas prendre la voiture immédiatement, à attendre un petit peu. Le dépôt sur le parking, puis s'en va. Le gardien du parking constate qu'il a bu de l'alcool, lui prend ses clés, l'empêche de partir, mais le salarié explique qu'il a un rendez-vous, qu'il est pressé et qu'il se sent tout à fait apte à conduire. Le gardien finit du coup par lui remettre les clés, lui ouvre la barrière, le salarié s'en va. Malheureusement, quelques minutes plus tard, il décède dans un accident de la circulation. La Cour de cassation considère que le cadre de l'entreprise et le gardien du dépôt avaient eu conscience que le salarié n'était pas en état de conduire. Le cadre de l'entreprise savait qu'il allait reprendre sa voiture personnelle pour rentrer chez lui. Le gardien, lui, il aurait pu le retenir sans employer la force et sans risquer d'être en danger lui-même. Il aurait pu tout simplement maintenir la barrière fermée. De ce fait,
la Cour de cassation considère qu'ils sont coupables tous les deux de non-assistance à personne en danger. La dernière affaire qui nous intéresse concerne la responsabilité pénale de la personne morale et la consommation de cannabis par l'un des salariés. Un salarié, en l'occurrence, est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice qui fait de la manutention portuaire et à l'occasion de son travail, il est victime d'un accident grave alors qu'il participe à des opérations de déchargement de tubes métalliques. Une de ses jambes doit être amputée et il apparaît dans les analyses sanguines effectuées à l'hôpital que le salarié avait consommé du cannabis. Les juges du fond reprochent divers manquements à l'entreprise utilisatrice en tant que personne morale et au chef de l'entreprise utilisatrice en tant que personne physique et les déclarent tous deux coupables de blessures involontaires. L'entreprise utilisatrice forme un pourvoi en cassation et se défend en faisant valoir l'existence de cette analyse sanguine et le fait que la consommation de cannabis par le salarié avait pu avoir une influence sur la vigilance qu'il avait et du coup être à l'origine de l'accident. La Cour de cassation est très claire, elle rejette le pourvoi, elle estime qu'il n'est pas démontré que la consommation de drogue par le salarié ait eu une influence sur sa vigilance. Elle estime également que la consommation de cannabis n'était en tout état de cause pas la raison exclusive de l'accident. Dès lors, l'entreprise ne pouvait l'invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité pénale. Je vais désormais repasser la main à Philippe H, qui va maintenant vous parler de prévention. Merci. Merci Marie pour ce rappel réglementaire et nous allons donc pouvoir aborder l'aspect prévention du sujet des pratiques addictives en milieu de travail. On peut conseiller qu'il y ait plusieurs étapes dans cette démarche de prévention collective et en premier lieu, une étape importante, c'est la concertation au sein de l'entreprise. Ce sujet est parfois tabou, difficile à aborder et il est important qu'une réflexion collective ait lieu notamment en CSE et s'il est nécessaire de constituer un groupe de travail qui réunira tous les acteurs de prévention de l'entreprise, y compris l'encadrement et les salariés. Le service de santé au travail, qui deviendra en mars 2022 service de prévention et de santé au travail, est, comme l'a dit Marie Boisserolles, le conseiller de l'employeur, des salariés et de leurs représentants en matière de prévention des consommations d'alcool et de drogue. Il doit être donc pleinement associé à cette concertation au sein du CSE ou du groupe de travail. Il est par ailleurs fortement conseillé que l'ensemble des membres du CSE ou du groupe de travail qui vont se pencher sur ce sujet soient formés aux notions de base sur les pratiques addictives. Comme on l'a vu jusqu'à présent, plusieurs points sont à comprendre. Ce que sont les pratiques addictives, leur consommation en milieu de travail et en population générale, les origines de ces consommations, qu'elles soient vie privée, vie professionnelle, et les bases de la réglementation. Ceci permettra à chacun de faire tomber ses a priori et de pouvoir s'engager dans cette concertation avec les connaissances scientifiques actuelles. Autre étape, avant la mise en place des actions de prévention, c'est l'évaluation et donc l'inscription du risque lié aux pratiques addictives dans le document unique, puis la mise en place des actions de prévention que nous allons détailler un peu plus tard. Alors, pourquoi inscrire les pratiques addictives dans le document unique? On l'a vu, il y a des consommations de substances psychoactives dans l'ensemble du monde du travail. Ces consommations de substances psychoactives peuvent avoir une origine liée à certains facteurs et contraintes liées au travail. Et par ailleurs, ces pratiques addictives peuvent avoir un impact en matière de santé et de sécurité. Aussi, il est tout à fait licite d'inscrire le risque pratique addictive dans le document unique. Maintenant se pose la question de son évaluation. Il y a plusieurs indicateurs qui peuvent vous aider dans cette évaluation. La première, c'est l'exposition directe des salariés aux substances psychoactives dans le cadre du travail. On l'avait vu, c'est typiquement la situation des pots avec alcool, des congrès, des repas d'affaires, des séminaires.
Mais ça s'applique aussi à l'ensemble des secteurs où il y a fabrication, distribution ou vente de substances psychoactives, quelles qu'elles soient. Par ailleurs, on l'a vu également, il y a des conditions de travail qui favorisent les consommations, les risques psychosociaux, les risques organisationnels, le risque physique, les risques liés à l'activité physique. Il y a aussi une question à se poser sur l'existence de postes de travail dans l'entreprise avec des activités dangereuses, et puis les informations fournies par le service de santé au travail en matière soit de retour après une étude du poste de travail, soit en matière de niveau de consommation au sein de l'entreprise. On le voit, s'intéresser aux pratiques addictives en milieu de travail, ça veut dire, à l'échelle d'une entreprise, revoir l'ensemble de ces risques. À l'attention des TPE, l'INRS relie l'outil OIRA, qui n'est pas un outil spécifique aux pratiques addictives, mais qui permet aux très petites entreprises, en fonction de leur secteur d'activité, de balayer l'ensemble des risques qu'elles comportent et de les inscrire dans leur document unique. Quels peuvent être les objectifs des actions de prévention? On peut les rassembler sous 4 grandes familles. En premier lieu, et c'est évident, c'est prévenir les facteurs qui favorisent les consommations. En second lieu, c'est encadrer l'alcool dans l'entreprise. C'est également organiser les secours, et on verra quelle est la procédure à suivre face à un trouble du comportement. Et puis, c'est tout ce qui comporte les actions de formation et de sensibilisation. Alors, prévenir les facteurs liés au travail favorisant les consommations. On l'a vu à plusieurs reprises. Cela signifie de revoir l'évaluation et d'optimiser la prévention de tous les facteurs de risque qui ont été identifiés dans la littérature scientifique comme étant associés à des consommations de substances psychoactives. Mais d'autres facteurs de risque peuvent être identifiés au sein de l'entreprise lors des réflexions au sein du CSE, de la CSCT ou bien du groupe de travail. Autre chose, et c'est une obligation qui est réglementaire, c'est encadrer la consommation d'alcool dans l'entreprise. Marie Boisserolles vous l'a dit, l'article R4228-20 du Code du travail nous dit que les seuls alcools éventuellement possibles en entreprise, c'est le cidre, vin, bière et poirée, et que l'employeur doit évaluer le risque pour la santé et la sécurité de ses salariés d'une consommation d'alcool. Et que s'il y a risque, il doit mettre en œuvre des mesures de prévention. Alors, comment évaluer ce risque? On a donné des éléments lorsqu'on a parlé de l'alcool en matière de santé et de sécurité. Si l'évaluation de l'employeur permet d'autoriser l'alcool dans l'entreprise, cet alcool ne peut être que le cidre, vin, bière ou poirée. Les quantités distribuées lors des pots, des repas d'affaires, des séminaires ne doivent pas être de plus de 1 ou 2 verres par personne présente. Pourquoi? Les recommandations sanitaires actuelles préconisent que chaque personne ne consomme pas plus de 2 verres par jour et pas plus de 10 verres par semaine. D'autre part, l'alcool n'est pas obligatoire dans un pot et donc il faut fournir systématiquement des boissons non alcoolisées. Manger des aliments lorsqu'on boit de l'alcool, ça permet de limiter le pic d'alcoolémie. Par contre, ça ne réduit pas la vitesse d'élimination de l'alcool. Un verre standard, donc le verre qui vous est servi dans un bar ou au restaurant, un verre standard est éliminé en 1 heure, 1h30. Cela veut dire que lorsque vous organisez un pot, il faut prévoir un délai suffisant avant la reprise d'une activité dangereuse ou la conduite d'un véhicule. Par ailleurs, on ne doit pas inciter les femmes enceintes, les apprentis ou les mineurs à consommer de l'alcool. Pourquoi?
Chez la femme enceinte, le risque est entre autres celui d'un syndrome d'alcoolisation fœtale, tandis que chez les apprentis ou les mineurs, les études ont montré que la consommation d'alcool est associée avec une baisse des résultats scolaires. Enfin, il y a des collègues qui n'ont pas envie de boire d'alcool et on ne doit pas insister et respecter leurs décisions. Tous ces éléments sont à inscrire dans le règlement intérieur ou dans une note de service. Les troubles du comportement, c'est un autre point qu'il faut éclaircir et aborder dans l'entreprise dans le cadre de l'organisation des secours. Il est important de comprendre que face à quelqu'un qui est à un état supposé d'ivresse, le ramener directement à son domicile est dangereux pour lui. Les cas de personnes décédées à domicile après un état d'ivresse sont fréquents et on s'aperçoit qu'en fait ces personnes qui sentaient peut-être l'alcool présentaient en même temps une hémorragie méningée, un accident vasculaire cérébral ou une intoxication. J'ai pour ma part vu une fois un salarié ramené à son domicile et qui en fait était victime d'une intoxication par solvant. Ce salarié a nécessité d'être pris en charge en réanimation pendant plusieurs semaines. Alors que doivent faire les collègues lorsqu'ils sont face à un salarié qui présente un trouble du comportement? En premier lieu, c'est alerter l'employeur et les secours et arrêter toute activité dangereuse. Ensuite, c'est de suivre les prescriptions des secours. Que vous ayez appelé le SAMU ou les sapeurs-pompiers, ces deux services sont interconnectés et donc vous aurez la réponse adaptée à votre appel. Ce pourra être de mettre en œuvre des gestes de secourisme, ce sera peut-être de surveiller le salarié en attendant l'arrivée des secours, ce sera peut-être de le transporter vers un service d'urgence, mais en aucun cas on ne ramène un salarié qui présente un trouble du comportement chez lui sans un avis médical. Au retour du salarié dans l'entreprise, il est recommandé que l'employeur ou son représentant rencontre ce salarié et que tous les deux relatent ce qui s'est passé. Pourquoi? Un exemple, dans une entreprise de restauration collective, une salariée était victime régulièrement de brimades ou de commentaires sur sa vie privée de la part de deux autres de ses collègues. Cette salariée, qui souffrait de ces brimades et de ces commentaires, se réfugiait dans le vin qui était mis à disposition des clients. Elle était donc régulièrement ivre, elle a régulièrement perdu connaissance sur le lieu de travail, et le jour où le responsable de cette restauration collective l'a reçue pour comprendre ce qui se passait, les règles de bonne conduite au sein de l'équipe ont été rétablies et cette salariée a arrêté de boire. Autre point qui est important et qui est recommandé par la Société française d'alcoolologie et la Société française de médecine du travail, c'est que l'employeur demande une visite médicale du salarié par le médecin du travail. Cette demande doit être écrite pour être classée dans le dossier médical en santé au travail et surtout argumentée et basée uniquement sur les faits constatés. Enfin, nous arrivons aux actions de formation et de sensibilisation des salariés. Il y a plusieurs points à ne pas oublier. Évidemment, les risques pour la santé et la sécurité, les données du règlement intérieur, la procédure de trouble du comportement, et puis un point important qui est le respect d'autrui, c'est-à-dire que face à un salarié qui a des difficultés avec les substances psychoactives, on n'apporte pas de jugement de valeur, on se contente d'être factuel sur ses éventuels retards et ses éventuelles erreurs durant le travail. Il est important également que les salariés connaissent l'existence des services sociaux et leur rôle. Par ailleurs, il est important également que les salariés connaissent le rôle du service de santé au travail. Ce rôle est décrit dans le Code du travail, Marie Boisserolles vous en a parlé. Il se fait à deux niveaux.
d'une part lors des visites d'information et de prévention, ou les visites à la demande du salarié, les visites à la demande de l'employeur, ou les visites de pré-reprise et les visites de reprise. Dans le cadre de ces visites, qui se font dans le respect du secret médical, le médecin du travail ou l'infirmier en santé au travail s'appuie sur des recommandations de la Haute Autorité de Santé et des recommandations de la Société française d'alcoolologie et de la Société française de médecine du travail pour interroger le salarié sur ses consommations, pour rechercher un éventuel lien entre le travail et les consommations, et pour également conseiller le salarié afin qu'il réduise ses consommations, voire, si nécessaire, l'orienter vers le médecin traitant ou une structure spécialisée. Par ailleurs, le service santé au travail a aussi une action en milieu de travail, à travers notamment les études de poste de travail. Cela lui permet de repérer certaines situations qui peuvent être favorisantes en matière de consommation d'alcool et de drogue. Et les données recueillies lors des visites et lors de ces études du poste de travail permettent au service de santé au travail de conseiller l'ensemble des acteurs de l'entreprise afin de prévenir les consommations d'alcool et de drogue. Il est nécessaire aussi d'informer les salariés des aides extérieures à l'entreprise qui existent. En premier lieu, il y a le médecin traitant. Il y a aussi les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les XAPA. Il y en a 450 sur l'ensemble du territoire français. Ces XAPA sont des centres où l'on peut être accueilli de manière gratuite et anonyme pour aborder sa consommation ou pour demander une prise en charge médicale afin de réduire sa consommation. Les adresses de ces XAPA sont disponibles sur les sites internet que vous trouverez ci-dessous. Ces sites qui sont présents ont l'avantage de fournir différentes informations sur les consommations d'alcool et de drogue. Ils permettent aussi d'avoir accès à des forums ou à des chats pour échanger sur ce sujet. En conclusion, les pratiques addictives ont une origine multifactorielle, liée à la vie privée et liée au travail. C'est donc un problème qui relève de la santé publique, mais aussi de la santé au travail, et qui est à prévenir comme un risque professionnel. C'est-à-dire qu'il faut inscrire le risque de pratique addictive dans le document unique et mettre en œuvre l'ensemble des moyens de prévention de l'entreprise afin de mettre en œuvre des mesures de prévention collective associées à une prise en charge des situations individuelles. La plateforme Responsabilité sociale des entreprises recommande que ce travail de prévention se fasse dans un esprit de concertation, d'aide et de soutien. Vous nous avez posé de nombreuses questions et je vous en remercie. Et nous avons choisi de nous attarder maintenant sur 2 questions. Et je passe maintenant la parole à Marie Boisserolles. Merci Philippe. Alors, la première question à laquelle on va s'intéresser, c'est celle-ci. Dans quel cadre peut-on utiliser les tests salivaires de dépistage de stupéfiants ou les éthylotests ? Je vais commencer par vous faire un bref rappel du cadre juridique dans lequel on peut utiliser ces 2 types de dépistage. En fait, c'est dans les 2 cas la jurisprudence qui va nous donner les modalités de recours et d'usage à ces dépistages. Concernant le dépistage de l'alcool par éthylotest, c'est la Cour de cassation qui va poser les conditions dans lesquelles on peut y recourir. C'est assez clair. Pour pouvoir procéder à un contrôle de l'alcoolémie, il faut que celui-ci ait été inscrit dans le règlement intérieur. Il faut qu'il soit justifié par la tâche et notamment que l'état d'ébriété présente un danger pour les personnes et les biens. Et le recours au dépistage ne doit pas être systématique. Enfin, pour être valide, le salarié doit pouvoir faire réaliser une contre-expertise. Concernant les suites qui peuvent être données par l'employeur au résultat d'un dépistage de l'alcool, pendant longtemps, il n'était pas admis que ça puisse être utilisé à des fins disciplinaires. Depuis plusieurs années maintenant, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence. Maintenant, il est possible d'utiliser ces résultats à des fins disciplinaires.
Attention bien sûr, dans ce cas la sanction devra être proportionnée à la faute et l'employeur devra donc tenir compte des circonstances, des fonctions, de l'ancienneté du salarié en question. Concernant le dépistage de produits stupéfiants, petit rappel d'abord, qu'est-ce qu'un produit stupéfiant ? Les produits stupéfiants, la liste est fixée par un arrêté du 22 février 1990 qui fixe la liste des substances classées comme stupéfiants. Actuellement, les somnifères et anxiolytiques de type benzodiazépine ne sont pas sur cette liste et donc ne sont pas considérés comme des stupéfiants. Pour l'usage d'un dépistage salivaire de stupéfiants, c'est le Conseil d'État, cette fois-ci, dans sa jurisprudence, qui nous donne les modalités d'accès à ce type de dépistage. Et donc, il nous précise dans un arrêt de décembre 2016, que pour en faire usage, il faut que celui-ci ait été inscrit au règlement intérieur, qu'il doit être réservé aux seuls postes pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié ou pour les tiers, et, comme pour le dépistage de l'alcool, il ne doit pas être systématique. Le salarié, là encore, doit pouvoir faire réaliser une contre-expertise médicale à la charge de l'employeur. Enfin, l'employeur ou le supérieur hiérarchique qui va réaliser le test doit respecter le secret professionnel sur les résultats. Le Conseil d'État précise que dans ces circonstances-là, l'employeur peut user de son pouvoir disciplinaire en cas de résultat positif. Il statue ainsi dans cet arrêt de décembre 2016 les dispositions du règlement intérieur litigieux qui permettent à l'employeur d'effectuer lui-même le contrôle des salariés affectés à des postes dits hypersensibles, drogue et alcool, et de sanctionner ceux des contrôles qui se révéleraient positifs, ne portent pas atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives. Il ne porte pas une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché. Maintenant, je vais céder la parole à Philippe qui va vous donner des précisions complémentaires sur ces tests. Merci Marie. Il est important de noter que les tests salivaires de dépistage de stupéfiants ou les éthylotests n'agissent pas sur les facteurs qui favorisent les consommations d'alcool et de drogue, notamment les risques psychosociaux, les risques organisationnels, le port de charge lourde, etc. Par ailleurs, les tests salivaires de dépistage immédiat de stupéfiants présentent des problèmes de fiabilité à l'heure actuelle. Nous pouvons avoir des salariés qui consomment et qui seront négatifs au test, et dans certains cas, des salariés qui ne consomment pas et qui se retrouveront positifs. Il est donc nécessaire de considérer que ces tests-là, dans l'ensemble, les tests salivaires et les éthylotests, sont un moyen de contrôle, mais qui ne peut se substituer à lui-même à l'ensemble des mesures de prévention que nous avons détaillées auparavant. Autre question que nous avons reçue, c'est la question d'un directeur d'une agence bancaire pour lequel un conseiller clientèle présente des difficultés avec l'alcool. Ce directeur nous dit que ce conseiller est en contact direct avec le public, puisque c'est lui qui accueille le public, et que lors d'un pot qui avait été organisé dans l'agence, ce salarié s'est retrouvé en état d'ivresse qui a nécessité l'intervention des secours. Et ce directeur nous demande que peut faire le service de santé au travail. Alors le service de santé au travail, qui sera donc bientôt service de prévention et de santé au travail, peut agir à deux niveaux. En premier lieu, je vous conseille de demander auprès du médecin du travail qu'il reçoive ce salarié dans le cadre d'une visite médicale. C'est à vous d'en faire la demande. Il faut que cette demande soit écrite et basée sur les faits constatés. En clair, vous pouvez écrire que votre collaborateur a eu un épisode au cours d'un pot, par exemple, où il a présenté des troubles du comportement qui ont nécessité l'intervention des secours extérieurs, et que vous vous inquiétez
sur sa santé et sa sécurité. Le médecin du travail recevra votre salarié et dans le cadre du secret médical, il s'entretiendra avec lui et éventuellement lui donnera des conseils, éventuellement l'orientera vers le médecin du travail ou vers une structure spécialisée et éventuellement adaptera le poste de travail. En tout cas, il ne vous fournira aucune autre information que le fait qu'il y a bien eu une visite dans le cadre de votre demande et qu'il y a peut-être besoin d'adapter le poste de travail, ne serait-ce que en termes d'horaire ou de rotation pour ne pas être en contact, par exemple, avec le public en permanence. Pourquoi ? Nous savons, c'est la cohorte Constance qui nous l'a montré, que être en contact avec le public est un facteur de risque de consommation d'alcool et de drogue. Par ailleurs, le service santé au travail peut faire une étude du poste de travail ou en tout cas se baser sur la littérature scientifique pour vous conseiller sur les mesures de prévention à mettre en œuvre dans votre agence afin que cet événement, cet incident plutôt, ne se reproduise pas, notamment chez d'autres salariés. En effet, il est utile de faire le point sur les risques psychosociaux, le travail au contact du public, les risques organisationnels et éventuellement d'autres risques. Il est intéressant et conseillé qu'il y ait une réflexion au sein de votre agence, avec notamment les représentants du personnel, pour mettre en place des mesures de prévention avec les conseils du service de santé au travail. Nous arrivons donc à la fin de notre webinaire. Vous pouvez trouver d'autres informations sur le site de l'INRS. Vous trouverez ici l'ensemble des articles que nous avons sélectionnés pour que vous puissiez les lire à distance. En premier lieu, il y a le dossier web addiction qui est disponible sur le site de l'INRS. Et vous avez également des articles sur les pratiques addictives dans les très petites entreprises, la conduite à tenir face à un trouble du comportement, des articles sur l'alcool, le cannabis, les benzodiazépines, les antalgiques opioïdes, une revue juridique sur l'interdiction de fumer sur les lieux de travail, et vous pourrez trouver également sur, dans les articles de l'INRS un article sur le cannabidiol. Si des questions subsistent, vous pouvez également rechercher les éventuelles réponses sur le site de l'INRS ou poser directement votre question à travers le site de l'INRS sur le lien qui vous est montré ici. Marie Boisserolles vous a mis à disposition les annexes relatives à son exposé sur la réglementation. Et vous pourrez télécharger ce webinaire dans les prochains jours ou le revoir sur la chaîne YouTube de l'INRS. Je vous remercie beaucoup de votre attention et vous souhaite une bonne journée.